La guerre au Moyen-Orient éclate à nouveau, ou du moins, elle est sur le point de le faire. Donald Trump déclare qu'il est absolument impossible de négocier quoi que ce soit avec l'Iran, qu'ils sont hors de contrôle et que par conséquent, à tout moment, les hostilités pourraient reprendre. Ces combats qui semblaient déjà appartenir au passé. Depuis l'Iran, ils assurent qu'ils seront prêts à faire face aux États-Unis. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Des déclarations de Donald Trump qui pourraient peut-être être remplacées par les suivantes et disparaître comme par magie. Une véritable tentative de la part des États-Unis et peut-être aussi d'Israël de relancer les hostilités. Tout simplement un chiffre. Nouvel épisode alors que Donald Trump essaie d'une certaine manière de faire tourner ou d'influencer les marchés internationaux pour gagner encore plus d'argent. Nous allons l'analyser dans cet épisode. Donald Trump rebat à nouveau les cartes sur l'échiquier international. Ce qu'il faut, c'est faire très attention à ce que cela ne finisse pas encore une fois par être un tournant de 360 degrés. De ceux qu'aiment tant les dirigeants américains ou les dirigeants occidentaux, mais surtout ce dirigeant américain en particulier. Dire beaucoup pour finalement ne rien faire ou pour finalement profiter de la situation. Pour gagner un peu en bourse et pour retirer des marchés ce que la famille Trump semblait avoir déjà empoché. Cela se produit à la suite de nouvelles attaques menées par l'Iran et de nouvelles attaques en réponse menées également par les États-Unis. Nous sommes à un moment où, selon moi, il serait absolument absurde d'analyser qui a attaqué qui en premier, parce que la question principale de tout cela. Le fait est que l'Iran ne veut pas laisser aux États-Unis le contrôle du détroit d'Ormuz. Et il continue de maintenir le principe selon lequel, dans le détroit d'Ormuz, tout navire qui souhaite être sous la protection iranienne doit nécessairement se conformer aux règles de l'Iran. Jusqu'ici, tout est absolument logique, mais le contrôle du détroit d'Ormuz implique d'énormes flux d'argent que les États-Unis veulent évidemment pour eux-mêmes. C'est-à-dire que personne ne se trompe. Le fait que l'Iran n'impose pas de tarifs pour que les navires puissent traverser le détroit d'Ormuz, ce n'est pas anodin. Cela ne s'applique qu'à la partie iranienne. Pour la partie américaine, cela ne s'applique pas. Et évidemment, Donald Trump veut se tailler une part d'un gâteau aussi lucratif, entre beaucoup d'autres choses. De plus, ce revirement est probablement dû au fait qu'il essaie d'appliquer sa stratégie préférée, qui consiste à démanteler un chaos au niveau international. Il fait la même chose avec le conflit ukrainien que nous avons également analysé récemment, lors d'un direct que grâce à Dieu nous avons pu réaliser. Parce que, comme vous le savez, l'électricité en Crimée ne le permet pas toujours. Mais là-bas, nous avons vu comment, soudain, ce qui semblait être les accords d'encourage absolument inamovibles sont maintenant devenus de simples déclarations de la part des États-Unis, en particulier de Marco Rubio, mais vraiment, où est-il ? Donald Trump affirme qu'il faut poursuivre les attaques contre la Fédération de Russie pour la pousser à conclure la paix avec l'Ukraine. Ils ne doivent pas très bien connaître la logique de la Fédération de Russie, parce que négocier avec des terroristes, ce n'est vraiment pas quelque chose qui plaît au gouvernement de Vladimir Poutine, ni quelque chose qu'il fera. Exactement la même chose s'applique aussi au cas iranien. Ils ont des positions très claires. En réalité, les États-Unis ont déjà essayé de tromper l'Iran sur un point fondamental, à savoir qu'ils arrêtent les attaques d'Israël contre le Liban. Il doit aussi y avoir la paix au Liban, a déclaré l'Iran. Très bien, ont répondu les États-Unis et aussitôt ils ont exhorté Israël à parvenir à des accords avec les autorités officielles du Liban. Ce qui ne signifie pas grand-chose lorsqu'il s'agit de faire face aux attaques qui sont menées contre des cibles en Ukraine. Et qui vont continuer à être menées, d'ailleurs, désormais 2 fois plus. Parce que ce que les États-Unis essaient surtout de faire, c'est que maintenant Israël et les autorités officielles du Liban attaquent des cibles du Hezbollah. C'est-à-dire que la guerre ne va absolument nulle part. À cela, il faut ajouter une récente tentative de coup d'État qui, peut presque être interprétée comme telle, qui a eu lieu en Irak et qui a été entièrement financée par les États-Unis,
où 40 fonctionnaires proches des autorités iraniennes ont été écartés des cercles du pouvoir. Et où maintenant les États-Unis essaient de prendre le contrôle du pays de manière ferme, absolument définitive, probablement en préparant le terrain pour une future série d'attaques. On ne sait pas si elles seront aussi fortes que les précédentes, plus fortes que les précédentes, ou bien si elles seront abandonnées. Sous forme d'attaques d'avertissement, mais quelque chose se prépare au Moyen-Orient et c'est certain. La première conclusion qu'il faut tirer de tout cela, c'est que les États-Unis se trouvent maintenant dans une position très délicate. L'Iran aussi. Parce qu'évidemment, perdre ses proxys au Liban, ou est bien risquer de les perdre ses proxys en Irak, ou pareillement risquer de les perdre. Ce n'est pas une affaire particulièrement agréable, et ce n'est absolument pas quelque chose qui va bénéficier à l'Iran à aucun moment. Jusqu'ici tout va bien, mais dans le cas des États-Unis, ils vont commencer à se poser de plus en plus de questions au sein même de l'administration Trump et du Parti démocrate une fois les élections passées. Il est probable que l'administration Trump, lors de ces élections de mi-mandat, finisse par perdre largement. Eh bien, un nombre croissant de membres du Congrès et de sénateurs vont commencer à se demander quel est exactement le bénéfice que nous en tirons. Le bénéfice que nous tirons de l'opération iranienne, car en réalité, aucun des objectifs déclarés. Depuis les États-Unis, on se moque de la Russie en disant « la Russie n'a rien obtenu sur le territoire ukrainien ». L'élimination d'une quantité énorme de militaires ukrainiens, c'est-à-dire un degré important de la démilitarisation de l'Ukraine et une quantité importante de territoires clés en Ukraine, qui est donc la libération, sans utiliser les mots de la Fédération de Russie, des territoires du Donbass et de Novorossia. C'est donc quelque chose que la Russie a réussi à obtenir, mais qu'est-ce que les États-Unis ont exactement obtenu? Parmi les objectifs fixés dans le cadre de cette opération, Fureur épique, et, bien, dans le cadre de cette opération en Iran, qu'ils ont menée avec Israël. Eh bien, cela fait déjà plus d'un an, pratiquement, en comptant aussi les premières attaques. La dénucléarisation de l'Iran, c'est n'importe quoi. Ils doivent encore négocier cela, et bon, ils ont mis fin aux négociations. Donc, il leur sera difficile d'arriver à un accord si les négociations ne reprennent pas. Retirer du pouvoir l'ayatollah Khamenei, eh bien, en laissant au pouvoir un ayatollah beaucoup plus jeune et beaucoup plus radicalisé, pour le deuxième point, je doute fort que ce soit vraiment une réussite. Diviser la population, la société iranienne, c'est tout le contraire, il suffit de regarder les images des funérailles de l'ayatollah. L'ayatollah Khamenei, ça a duré environ une semaine, c'était fou, des millions de personnes. L'Iran, pays de 90 millions d'habitants, a vu énormément de monde descendre dans la rue. Et cela démontre clairement que les États-Unis, au contraire, ont réussi à rassembler la population iranienne autour des autorités officielles. De plus, cela s'est traduit par un assainissement accru à l'intérieur du pays. C'est-à-dire tous ces agents américains qui, bien sûr, pour la grande majorité d'entre eux, ont été généreusement abandonnés par les États-Unis et laissés à leur sort. Comme cela se passe en Afghanistan, comme cela se passe partout où les États-Unis et l'OTAN mettent les pieds. De manière générale, absolument jamais ils ne respectent ce qui a été convenu. C'est un autre point que nous avons clarifié. Parce que ce qui avait été initialement négocié avec l'Iran, maintenant ils disent que c'est l'Iran qui change de position, que l'Iran ne fait pas ceci correctement, que l'Iran ne fait pas cela correctement. Mais en réalité, soyons sérieux et sincères. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne tiennent tout simplement pas leur parole. Ils ne la tiennent pas en Ukraine, ils ne la tiennent pas avec la Fédération de Russie, ils ne la tiennent pas dans le cas de l'Iran, ils ne la tiennent pas avec la Chine. En changeant des milliards de fois les accords établis, ils ne la respectent pas non plus avec les partenaires de l'OTAN. Là où aujourd'hui ils disent une chose, demain ils font le contraire. Ils exigent encore. C'est-à-dire qu'au niveau international, c'est aussi un autre point que les États-Unis ont encore perdu. Et maintenant, eh bien, il est devenu très clair pour tout le monde qu'avec un président grande gueule, le pays devient aussi un État grande gueule, dans lequel on ne peut pas avoir confiance, et avec lequel il sera difficile de parvenir à des accords sérieux, sans s'exposer au risque qu'à tout moment, il puisse simplement te tromper et c'est tout. Donc, une nouvelle escalade peut effectivement avoir lieu au Moyen-Orient, sans aucun doute. Les États-Unis maintenant semblent déplacer définitivement leurs bases en Israël, ce qui, pour l'Iran, n'est pas du tout la pire des choses.
Les avoir toutes regroupées là-bas, et sachant qu'il n'existe pas de défense aérienne infaillible, cela va leur donner un sacré avantage. De plus, il semble que les États-Unis n'envisagent pas pour le moment de reconstruire leur base au Moyen-Orient, ce qui représente un autre objectif atteint par l'Iran. Il n'y aura pas de base militaire américaine dans la région, et en fait, ils se débarrassent des bases américaines. Dans la région, du moins pour l'instant, car il reste encore beaucoup à dire dans ce conflit. Quoi qu'il en soit, la fermeté de l'Iran reste présente et je pense qu'elle continue d'être l'un des piliers les plus importants. Parce que maintenant, surtout, lorsque nous avons vu comment même au sein de l'OTAN elle-même, ils parlent déjà d'organiser le prochain sommet, non pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Et il se pourrait même, comme on le dit dans certains pays, qu'on fasse l'impasse sur le sommet de 2028. Clairement, l'intention est d'attendre que Donald Trump s'en aille au diable, puis de reconstruire les synergies qui étaient en attente. Je pense que la plupart des pays de l'Union européenne estiment que ces synergies seront possibles. Avec le Parti démocrate, mais pas le Parti républicain dont les dirigeants, récemment, ne sont pas à la hauteur, du moins pour conclure des accords avec l'Union européenne. C'est-à-dire, ce n'est pas tant mon opinion personnelle qu'un fait absolument objectif. Il y a beaucoup de ruptures et de complications au sein de l'OTAN, et l'Iran va évidemment en tirer son propre bénéfice, sans aucun doute aussi. Donc, la possibilité que tout explose est là, mais il y a aussi la possibilité que Donald Trump, une fois de plus, se soit avéré, non, être une vraie grande gueule. Et donc, il n'y aura pas trop de conséquences. Je me souviens aussi de cette réunion historique entre Donald Trump et Vladimir Zelensky. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse la vidéo. Parce que c'est vraiment immanquable, absolument. Et il n'en reste absolument aucun souvenir. Et ce que nous avons maintenant, c'est un soutien total de la part de Donald Trump à Vladimir Zelensky, et presque l'approbation pour attaquer le territoire russe.